Cet après-midi, je vous raconte un écrivain anglais qui a créé un héros qu'il a dépassé, ou la véritable histoire d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. De qui l'auteur s'est-il inspiré pour créer son personnage culte ? Pourquoi l'a-t-il autant détesté ? Quel était le rêve secret d'Arthur Conan Doyle ? Est-ce vraiment élémentaire, mon cher Watson ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Fictif certes, mais pas n'importe quel personnage. On parle là de Sherlock Holmes, le détective excentrique du 221B Baker Street qui vient de trouver la mort dans la nouvelle Le Dernier Problème. Et à part son créateur, Arthur Conan Doyle, personne ne se satisfait d'une telle disparition. Des rumeurs prétendent même que le malheureux auteur se fait cracher dessus par des fans qui le croisent, qu'il se fait traiter de brute ou d'assassin. L'histoire a sans doute été exagérée avec le temps, mais il n'empêche, la mort de ce personnage d'encre et de papier suscite une réaction inédite. Jusque-là, les lecteurs de fiction acceptaient assez facilement les 1001 tourments qui s'abattaient sur leurs héros de feuilleton. Mais Sherlock Holmes est différent. L'enquêteur exceptionnel aux facultés d'observation quasi divinatoires a conquis le cœur du lectorat britannique et américain. Nous sommes encore loin de l'influence considérable que l'enquêteur fictif aura sur la culture mondiale. Traduit dans des centaines de langues, porté à l'écran des centaines de fois et largement copié, Sherlock Holmes est aujourd'hui une icône, un mythe culturel. Mais à l'époque, il est surtout un empêcheur de tourner en rond pour celui qui l'a imaginé. Arthur Conan Doyle est un Écossais gigantesque aux prouesses sportives presque aussi impressionnantes que son héros. Docteur de métier comme John Watson, l'éternel comparse de Sherlock, il a la vocation des lettres depuis son plus jeune âge et essaye tant bien que mal de vivre de sa plume depuis des années. Lecteur passionné, il a écrit de nombreuses nouvelles inspirées de Jules Verne, Edgar Poe, Robert Louis Stevenson, Walter Scott et autres grands noms, mais il n'a jamais rencontré un si grand succès qu'avec son détective hors pair et ses enquêtes haletantes. Mais ce n'est pas là une gloire dont Conan Doyle peut se satisfaire. Selon lui, Sherlock Holmes l'empêche de s'occuper de choses meilleures, au point qu'il ne peut plus le supporter. Ainsi, écrit-il à sa mère durant la rédaction de la supposée dernière aventure de son détective. « Je suis au milieu de la dernière affaire de Holmes, après laquelle ce gentleman disparaît pour ne plus jamais revenir. Son nom seul m'insupporte. » Sherlock devait mourir et c'est chose faite. Mais avant de lui donner la mort, Arthur Conan Doyle lui a donné vie et s'est inspiré pour cela de personnages bien vivants. Et c'est justement ce que nous allons découvrir dans un instant. Stéphane Bern nous raconte Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. De 15h à 16h, vous écoutez Historiquement Vôtre sur Europe 1. Europe 1, historiquement vôtre. Merci de nous rejoindre et bienvenue sur Europe 1. Stéphane Bern nous raconte cet après-midi dans Historiquement Vôtre Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, ce détective fictif devenu le plus célèbre du monde, dont le succès a fini par écraser son créateur, au point qu'il a décidé de le faire mourir, lui qui avait choisi de lui donner vie en s'inspirant de personnages bien vivants, justement. Et oui, Sherlock Holmes a beau n'être qu'une créature imaginaire, Arthur Conan Doyle a puisé son inspiration dans son époque et dans certains personnages de chair et de sang qui ont croisé sa route. Le premier, le plus fameux, le professeur Joseph Bell. Arthur Conan Doyle assiste à ses cours à l'université d'Édimbourg pendant ses études de médecine. Nous sommes en 1877 et le jeune Arthur, alors âgé de 18 ans, est subjugué, tout comme ses camarades, par l'éminent chirurgien qui leur fait en direct la démonstration de ses talents. Il est capable, grâce à ses dons d'observation et de déduction, de déterminer les activités, métiers, moyens de locomotion, classes sociales et d'innombrables autres détails sur la vie de ses patients. Conan Doyle a plus tard relaté ce dialogue qui en dit long sur les talents de Joseph, dit Joe Bell. Ancien soldat, n'est-ce pas, sur le professeur ? Oui, monsieur. Libéré depuis peu ? Oui. Sous-officier ? Oui. En garnison à la Barbade ? Oui. Le professeur explique ensuite sa prophétie qui a mystifié son assemblée d'étudiants. Cet homme, messieurs, avait gardé naturellement son chapeau sur la tête. Dans l'armée, on ne se découvre pas. Ce qui m'a fait songer à la Barbade, c'est son éléphantiasis, une maladie des Indes occidentales et non d'Angleterre. La méthode qu'il enseigne à ses élèves
est très semblable à celle prônée par Sherlock Holmes lors de ses enquêtes. Il leur intime en effet d'observer soigneusement, de déduire astucieusement et de confirmer avec des preuves. Mais plus que la méthode, c'est toute la personne du professeur qui inspire Holmes. Ils ont tous deux une longue et fine silhouette, le nez aquilin, de multiples talents sportifs et d'innombrables connaissances dans des domaines divers. Joseph Bell est ainsi le premier inspirateur du détective et Arthur Conan Doyle le revendique comme tel en lui dédiant le recueil « Les aventures de Sherlock Holmes ». Mais Joseph Bell, lui, minimise les capacités que lui prête son élève et déclare « Le docteur Conan Doyle a, par sa géniale imagination, fait beaucoup à partir de peu de choses. Le souvenir chaleureux qu'il conserve d'un vieux professeur a enjolivé le tableau. » Il n'est néanmoins pas le seul homme qui a permis de construire la figure de Sherlock Holmes. En effet, l'excentricité de Holmes, qui est loin d'être un colocataire idéal pour le docteur Watson, viendrait d'un ancien camarade de faculté de médecine de Conan Doyle, George Budd, avec qui il a un temps partagé un cabinet, mais les deux hommes se sont avérés très différents dans leur pratique. George Budd est un charlatan qui se joue de la crédulité de ses patients. Le chevaleresque Conan Doyle est certes impressionné par son audace, mais leur entente ne dure pas. Le personnage le marque pourtant fortement et son excentricité lui inspire la nouvelle « Les lettres de Stark Munro » des années après leur collaboration. Pour créer Sherlock Holmes, Conan Doyle aurait également saupoudré le portrait impressionnant de son ancien professeur Joseph Bell des quelques originalités de son camarade Budd. Mais là encore, pas uniquement. Car Conan Doyle puise aussi dans la littérature pour construire son détective. Et cette littérature est elle-même fortement marquée par l'histoire avec un grand H. On peut ainsi en remonter le fil jusqu'à un héros bien français. En 1857, 2 ans avant la naissance d'Arthur Conan Doyle, meurt Eugène François Vidocq, ancien bagnard devenu indicateur puis policier et enfin détective privé. Sa vie qui dépasse la fiction va inspirer de nombreux auteurs, de Balzac avec Vautrin à Hugo dans Les Misérables, en passant par Dumas. Et l'histoire de Vidocq rencontre même un écho outre-Atlantique où Edgar Allan Poe signe en 1841 la première aventure du Chevalier Dupin, un enquêteur français dont la nationalité est un hommage à l'ancien bagnard. Les exploits de Dupin dans Double assassinat dans la rue Morgue, le mystère de Marie-Roger et la lettre volée passionnent Arthur Conan Doyle qui les découvre à l'adolescence. Ces récits le marquent durablement et les enquêtes de Sherlock Holmes leur doivent évidemment beaucoup. Enfin, Conan Doyle trouve également l'inspiration en lisant les enquêtes de Monsieur Lecoq, le héros de l'écrivain français Émile Gaboriau. Le ton de ces énigmes est très réaliste et si Lecoq dispose également de grandes capacités de déduction et ne rechigne pas comme Sherlock Holmes à se déguiser, sa méthode le rapproche de la police scientifique de l'époque dont les progrès sont grandissants. De Joseph Bell à Lecoq, Sherlock Holmes est le résultat d'un amoncellement de personnages et enquêteurs aux traits remarquables. Arthur Conan Doyle a ensuite tamisé toutes ses influences pour en tirer l'or que constitue Sherlock Holmes. Mais c'était une pépite qu'il fallait tailler pour qu'elle rayonne. Et nous devons là saluer le talent littéraire d'Arthur Conan Doyle. D'ailleurs, ne serait-il pas lui-même le premier inspirateur de son enquêteur ? Même si Conan Doyle prend son héros en grippe, il semble en effet lui coller à la peau. Restez avec nous, Stéphane Bern nous raconte la suite du destin d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. C'est dans Historiquement Vôtre et de 15h à 16h sur Europe 1. Europe 1, historiquement vôtre. Et dans Historiquement Vôtre cet après-midi de 15h à 16h, Stéphane Bern nous raconte Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, son héros dont il est peut-être le premier inspirateur, car même si Conan Doyle a fini par prendre son héros en grippe, il semble bien lui coller à la peau. Quand il prend la plume en 1886 pour écrire le premier roman du canon holmésien, Une étude en rouge, Arthur Conan Doyle met de sa vie et de ses expériences dans ses récits. Pour le duo principal, l'auteur s'est lui-même divisé en deux. John Watson, le docteur-écrivain qui raconte les aventures de Holmes, c'est lui bien sûr. Sur les illustrations des aventures de Sherlock Holmes, ce bourgeois gentleman lui emprunte même sa moustache. Mais Sherlock, ses lubies diverses, ses connaissances, sa curiosité, sa mémoire et même ses capacités sportives, c'est aussi Conan Doyle. L'enquêteur de fiction cache dans sa silhouette longiligne une force de colosse qu'il partage avec son créateur.
Car si Arthur Conan Doyle est un homme accompli au moment où il entame l'écriture, son éducation n'eut rien d'évident. À 27 ans, ce gentleman qui rêvait de grandeur littéraire est devenu médecin par la force des choses. Son père, Charles Doyle, un artiste raté, sujet à la dépression et à l'alcoolisme, n'est plus capable depuis quelques années de subvenir aux besoins de sa famille. C'est sur les épaules de Mary, son épouse, celle qu'Arthur appelle la Mam, que repose le poids du foyer tout entier. Bien vite, le jeune Arthur a conscience qu'il lui incombe aussi de soutenir sa famille en se tournant vers des études de médecine, un métier qui rapporte. Mais c'est bel et bien la littérature qui l'attire. Gamin bagarreur aux notes moyennes, Conan Doyle commence tout juste à écrire des récits qui suscitent vite l'intérêt de ses proches. Ses oncles et tantes cultivent son intérêt en lui envoyant des livres, en lui faisant découvrir leurs auteurs favoris, en lui offrant aussi des voyages prompts à enflammer son imagination débordante. En particulier, une visite à Londres en 1874 chez sa tante paternelle. Arthur se rend entre autres chez Madame Tussaud, l'équivalent de notre musée Grévin, dont la chambre des horreurs aux effigies de meurtriers l'impressionne beaucoup. Un musée situé, à l'époque où le jeune Arthur le visite, à Baker Street, dans la même rue que l'appartement fictif qu'occupera son héros Sherlock Holmes. Au collège, chez les jésuites, Arthur développe ensuite ses capacités physiques et devient un boxeur, un nageur, un joueur de cricket et de hockey talentueux. À côté de cela, Conan Doyle compose des poèmes et dirige la revue littéraire. Après une année en Autriche, il rentre au bercail et commence alors ses études de médecine. Mais il poursuit ce qui est devenu un hobby en parallèle des affaires plus sérieuses de l'anatomie. C'est durant cette formation qu'il rencontre le professeur Joseph Bell, l'homme qui lui inspire Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle sacrifie son argent du déjeuner pour s'acheter des classiques et se former à l'écriture en lisant ceux qui l'ont précédé. Assistant de médecin, il s'attaque à l'écriture. Sa première nouvelle est publiée en 1879 dans le Chambers Journal. Après 7 mois au goût de romans d'aventure, comme chirurgien de bord sur un navire baleinier, il participe à une expédition sur l'île écossaise de May et, dans son compte-rendu, mentionne un certain Holmes qui s'est désisté au dernier moment. Cette première occurrence est amusante d'ailleurs, mais Sherlock doit surtout son nom de famille à un autre écrivain médecin que Conan Doyle admire beaucoup, Oliver Wendell Holmes. En parallèle de ses voyages, il publie nouvelles et comptes rendus dans divers journaux, mais rien d'assez substantiel pour s'y consacrer entièrement. Sauf que Conan Doyle n'attire pas plus les lecteurs que les patients, et son cabinet reste assez peu fréquenté. En 1882, il s'est installé avec son frère cadet Inès et continue de soutenir financièrement le reste de sa famille. Malgré ses difficultés, il parvient à embaucher une gouvernante qui a sans doute inspiré la logeuse de Holmes et Watson, Mrs. Hudson. Elle s'appelle Mrs. Smith et occupe le sous-sol de la maison. Mais la vie de vieux garçon d'Arthur Conan Doyle s'achève bientôt. En 1885, alors qu'Innes quitte son grand frère pour l'internat, Arthur Conan Doyle rencontre celle qui deviendra sa première épouse, Louisa Hawkins. Louise arrive à son cabinet pour soigner son fils qui souffre d'une méningite aiguë. Il en décède hélas quelques jours plus tard sous le toit du docteur Doyle qui l'a gardé près de lui pour le soigner. Cette situation rapproche le célibataire de la jeune mère éplorée et 1 an après, l'écrivain qui ne l'est pas encore se marie avec celle qu'il décrit comme la plus douce et gentille des femmes. La même année, paraît enfin une étude en rouge, la première aventure de son enquêteur, dans un magazine sans grande ambition littéraire, faute d'éditeur. Dépité par ce qu'il considère comme un échec, Conan Doyle se tourne alors vers l'écriture de romans historiques plus ambitieux. Mais une 2e édition de l'étude en rouge trouve un écho outre-Atlantique, et un certain J.M. Stoddart, éditeur de Leaping Coats Monthly Magazine, contacte Arthur Conan Doyle. Il souhaite l'inviter à publier chez lui les prochaines aventures de Sherlock Holmes et l'invite d'abord à un dîner. Et je sens qu'on va bien se régaler. Stéphane Bern nous raconte la suite du destin d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, dans un instant. Bon après-midi, à l'écoute d'Historiquement Vôtre de 15h à 16h sur Europe 1. De 15h à 16h et avec Stéphane Bern qui nous raconte aujourd'hui Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, dont la première aventure publiée dans la presse a attiré l'attention d'un éditeur américain.
Nous sommes le 30 octobre 1889 à Londres, dans un salon particulier de l'hôtel Langham de Portland Place. C'est là que l'éditeur américain de Philadelphie, qui a un certain flair, a convié l'écrivain au devenir. Mais Conan Doyle n'est pas le seul Britannique. Un dandy flamboyant dont les frasques littéraires connaissent déjà un certain succès outre-Atlantique a lui aussi répondu présent à l'invitation. Il s'appelle Oscar Wilde. Et contre toute attente, le docteur et le dandy s'entendent très bien au cours de ce dîner. Wilde, lecteur de Conan Doyle, lui envoie même une lettre très flatteuse quelque temps plus tard, dont voici quelques mots. « Je suis conscient que mon travail manque des deux éminentes qualités que le vôtre possède à un très haut degré, les qualités de sincérité et de puissance. Entre la vie et moi, il y a toujours un brouillard de mots. Pour l'amour de la phrase, je jette la probabilité par la fenêtre. La chance d'une épigramme me fait déserter la vérité. » Plus qu'un coup de foudre littéraire, cette rencontre est celle qui lancera en même temps l'écriture du portrait de Dorian Gray pour Oscar Wilde et Le Signe des Quatre, deuxième roman de Sherlock Holmes pour Conan Doyle, comme les deux hommes s'y sont engagés auprès de l'éditeur Stoddart. Deux œuvres marquantes, enfin marquantes, pas si marquantes en ce qui concerne Arthur Conan Doyle, car le succès des aventures de Sherlock Holmes tarde à venir. Avec Le Signe des Quatre, le succès est encore une fois, disons, modeste. Mais Arthur Conan Doyle commence, malgré tout, à se faire un nom dans le milieu littéraire. Alors, en 1891, il prend un agent, un certain A.P. Watt, surnommé Monsieur 10%. C'est lui qui pousse Conan Doyle à poursuivre les aventures de Holmes, puisqu'elles intéressent les Américains. Ce sont des nouvelles qui sont destinées au nouveau magazine The Strand, et cette fois, c'est la bonne. Ces enquêtes passionnent les foules. La recette se met en place. Chaque mois, pendant une vingtaine de pages, le temps d'un trajet en train entre Londres et sa grande banlieue, Sherlock Holmes fait la démonstration de ses capacités de déduction devant un Watson et des centaines de milliers de lecteurs éberlués, et à chaque publication un peu plus nombreux. L'apparence du détective s'iconise. Si Sherlock Holmes a déjà été dessiné, notamment par Charles Conan Doyle, le père d'Arthur, c'est le dessinateur Sidney Paget qui lui donne sa silhouette si reconnaissable avec cette casquette culte. La Deer Stalker en tweed, jusqu'ici associée à la chasse aux cerfs. Sur les illustrations, Sherlock Holmes, pourtant gentleman, porte d'ailleurs sa casquette en intérieur, ce qui est tout à fait inapproprié. Mais chapeau bas, le succès est là. Et Conan Doyle cesse enfin d'exercer la médecine pour s'adonner pleinement à l'écriture. Pourtant, cette situation le frustre, d'autant plus que ses romans historiques à la Walter Scott ne génèrent pas le même enthousiasme, ni les mêmes contreparties financières. Selon notre invité François Rivière, qui le raconte dans sa passionnante biographie, Arthur a tout à fait conscience d'avoir mis au monde une créature de fiction exceptionnelle, même si une part de lui-même s'obstine à le refuser. Conan Doyle est un entêté. Il n'entrevoit de réussite littéraire absolue que comme disciple de Walter Scott. Selon lui, le dilemme de Conan Doyle est qu'il ne cesse de s'envisager comme un auteur littéraire au sens noble du terme et se sent déprécié par ses pairs alors qu'il est d'ores et déjà considéré comme un écrivain de talent par certains de ses plus éminents confrères. C'est ce dilemme qui mène Sherlock à sa fin en 1893 dans les chutes de Reichenbach, où son existence s'achève. Mais Conan Doyle, lui, n'arrête pas. Il écrit plus que jamais. Il pense avoir encore tout à prouver. Il écrit toujours pour le Strand des contes surnaturels, des scènes de ménage et des récits historiques dont les aventures d'un brigadier napoléonien qui rencontreront un grand succès. Il porte aussi son détective sur les planches. Bien entendu, ça fait encore un tabac, et des deux côtés de l'Atlantique. Sur le plan personnel, en 1897, il délaisse sa femme atteinte de tuberculose et tombe amoureux de la jeune Jean Leckie, de 14 ans de moins que lui. Il s'enrôle dans l'armée pour participer à la guerre en Afrique du Sud, en défendant l'armée anglaise dans un pamphlet alors qu'elle est attaquée internationalement pour ses violents excès. Il se fait même adouber et devient Sir Arthur Conan Doyle. Bref, il vit avec la même vigueur qui le caractérise depuis toujours. En 1901, Conan Doyle a 42 ans et cède à moitié. Après 2 romans, une vingtaine de nouvelles et un arrêt brutal, Sherlock Holmes revient en effet dans le roman Le chien des Baskerville. Dans cette aventure gothique qui flirte avec le surnaturel, Holmes n'est pas très présent et surtout, il est toujours mort puisque le récit est censé se passer avant le dernier problème.
Sauf que ce roman a réveillé l'appétit d'un public qui ne doute plus à présent. Sherlock Holmes va revenir. Bon, reste à savoir quand. Et nous allons justement le découvrir dans un instant. Stéphane Bern nous raconte la suite du destin d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Et pour en parler, Stéphane Bern reçoit cet après-midi dans Historiquement Vôtre sur Europe 1 François Rivière, qui en dévoile tous les secrets dans sa biographie. François Rivière que nous accueillerons avant 16h. De 15h à 16h, c'est Historiquement Vôtre sur Europe 1. A tout de suite. Europe 1, historiquement vôtre. Bon après-midi sur Europe 1. Dans Historiquement Vôtre, ce vendredi 10 novembre, Stéphane Bern nous raconte le destin d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle qui s'est longtemps cherché avant de trouver la recette qui a fait gloire. Et quand il l'a enfin trouvée, écrasé par l'importance que prenait Holmes dans son œuvre, il a fini par tuer son héros. Mais peut-être pas pour toujours, apparemment. En 1903, Arthur Conan Doyle s'est embourgeoisé. Et s'il n'est pas dans le besoin, il a des frais. Bien éloigné à présent du jeune médecin qui peinait à meubler son appartement, il a fait construire une maison dans le Surrey dont il a réalisé les plans. Il doit l'entretenir, subvenir aux besoins de sa famille, la Mam toujours, ses 2 premiers enfants et sa première épouse Louisa qui requiert des soins constants. Mais il doit aussi poursuivre une vie littéraire et mondaine. Et même s'il sait que cela rapporterait beaucoup, que tous ses proches le savent et que le public est pressant, il rechigne toujours à vraiment faire revenir Sherlock. L'enquêteur est au fond des chutes de Reichenbach et doit y rester. Pour Conan Doyle, il éclipse ses œuvres meilleures et constitue même son travail le plus médiocre. Il est en overdose de son détective dont il a abusé comme d'un pâté de foie gras, ainsi qu'il le confie à un ami. Alors oui, l'obstiné écrivain a mis de l'eau dans son vin en laissant le détective monter sur les planches, autorisant son collaborateur, William Gillette, à en faire ce que bon lui semblait. Tuer le même, si vous voulez, ou même le faire revenir presque allusivement, je vous le disais, dans les ombres gothiques du chien des Baskerville. Mais cette année-là, tout bascule. Disons simplement qu'on fait à Arthur Conan Doyle une offre qu'il ne peut pas refuser. Elle vient des États-Unis, du journal Collier's Weekly, qui offre à Conan Doyle 30 000 $ pour 8 nouvelles, soit plus d'1 million de dollars aujourd'hui. Au titre de comparaison, il avait reçu 25 livres pour le roman Une étude en rouge, soit 4 000 livres ou 5 000 $ aujourd'hui. À cette proposition qui ferait tourner plus d'une tête, Arthur Conan Doyle répond laconiquement « Très bien, ACD ». Après 10 ans, Sherlock Holmes est donc de retour pour une trentaine de nouvelles et un roman publié en 1915. Conan Doyle en reprend pour 20 ans. Et Sherlock Holmes pour toujours. Il ne se passe pas une année sans qu'une nouvelle adaptation cinématographique, théâtrale, télévisuelle, un nouveau pastiche, spin-off ou suite ne sorte. C'est d'ailleurs hors du canon holmésien, c'est-à-dire hors des textes écrits directement par Conan Doyle, que l'expression fétiche du détective élémentaire, mon cher Watson, a été créée. Déjà du vivant de son auteur, Sherlock Holmes a été le maître étalon des enquêteurs. Agatha Christie avec Hercule Poirot, Maurice Leblanc avec Arsène Lupin ou Gaston Leroux avec Rouletabille s'y réfèrent sans cesse. L'ombre de ce géant à casquette, Dear Stalker, plane jusqu'aux experts des séries américaines dont les méthodes de police scientifique sont influencées par les textes de Conan Doyle. De l'autre côté du Pacifique, au Japon, Sherlock Holmes s'inspire aussi des mangas à succès, dont l'un des plus connus, Détective Conan pour Conan Doyle, en est à son 103e tome. Alors oui, comme son auteur le craignait, Sherlock Holmes a largement éclipsé le reste de son œuvre. Mais c'est lui qui continue aujourd'hui à faire sa renommée alors que des fans du monde entier écrivent encore au 221B Baker Street pendant que les sociétés holmésiennes développent une véritable science en étudiant la vie du détective fictif qu'on appelle l'osmélologie. Et ça ne s'invente pas. Europe 1, historiquement vôtre. Et pour continuer à parler d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes dans Historiquement Vôtre sur Europe 1, Stéphane Bern reçoit le romancier et désormais biographe d'Arthur Conan Doyle, François Rivière. François Rivière, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Sherlock Holmes, personnage devenu culte, je le disais, mais est-ce qu'Arthur Conan Doyle s'en réjouirait s'il était là avec nous pour le voir ? Parce qu'on a clairement l'impression qu'il a passé son temps à détester son héros. Pour lui réussir en tant qu'auteur de thriller, de polar, c'était rater sa vie.
Je crois que s'il n'était pas que dans le domaine public, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne touchait plus de royalties, je pense que Conan Doyle serait agacé. Enfin, il l'était par principe. Bon, il avait décidé d'être un grand écrivain à la manière de Walter Scott et d'un autre qui n'était pas romancier, mais un grand écrivain anglais, auteur d'une histoire dans l'Angleterre qui a fait date, Macaulay. Il voulait devenir le fils spirituel de ces personnages de la littérature anglaise qu'il adorait littéralement. Il aimait aussi plein d'autres écrivains, hein, souvent moins connus, mais ça, il n'a pas réussi vraiment à le faire, quoi. Il a fallu que ce personnage, qu'il a imaginé un peu malgré lui, c'est-à-dire dans un moment de détresse un peu où il savait plus trop quoi faire pour arriver à accrocher des lecteurs dans un domaine qui était plutôt celui de la littérature populaire. Là, on n'était plus dans le roman historique. Il a fallu que Sherlock Holmes arrive pour le mais un peu comme une boule dans le jeu de quilles que Conan Doyle avait imaginé de mettre en scène pour que son destin change. C'est-à-dire que finalement, le destin qu'il avait prévu n'est pas celui qu'il a eu finalement. Mmh. Sherlock Holmes aujourd'hui, ce sont des déclinaisons à l'infini partout dans le monde, je le disais, théâtre, télévision, cinéma. C'est quoi le style Sherlock Holmes? Quelle est l'essence de ce personnage culte maintenant que Doyle lui-même n'a pas rendu sympathique en réalité? Alors, il y a quelque chose qui est important, je crois, c'est cette petite phrase qu'on trouve dans une lettre à sa mère, la fameuse Mame, qui était la maman qu'il a, jusqu'à sa mort à elle, était attentive à tout ce que faisait, tout ce que disait son fils chéri. Une petite phrase où il dit « Je suis détective », au moment où il était en train de concevoir Sherlock Holmes et où finalement, même si c'est inspiré de personnages de fiction qui existaient comme le Chevalier Dupin, Edgar Poe, comme le héros des romans d'Émile Gaboriau, en fait, c'est lui qui se mettait en scène. C'est-à-dire qu'il mettait en scène la part secrète de sa personnalité, de sa psyché, en fait. C'est-à-dire ce personnage alors, qui est l'inverse du Conan Doyle qu'on connaît, c'est-à-dire le côté chevaleresque du personnage, puisqu'il s'est porté quand même souvent au secours de gens qui avaient des difficultés avec la justice. L'homme, le brave homme, l'amoureux transi, donc sa seconde femme, mais qui ne voulait pas abandonner la première, qui était malheureusement très malade. Sherlock Holmes, c'est le cocaïnomane, le célibataire méchant qui tacle régulièrement Watson, qui lui est un homme infâme. Sherlock Holmes le ridiculise en permanence. D'ailleurs, il le traite d'imbécile régulièrement aussi. Hein, et c'est aussi ce qui fait la valeur et l'intérêt pour le lecteur du personnage de Watson, puisque justement, c'est le côté un peu ravi de Watson qui fait que les exploits de Sherlock Holmes se survalorisent en quelque sorte. Bon. Et donc, on a un personnage intérieur, si on peut dire, qui s'est manifesté à travers Sherlock Holmes. Donc, en fait, sa vraie grande création, c'est ce personnage, mais lui, il l'a toujours refusé. C'est-à-dire qu'il estimait que c'était pas juste. François Rivière, vous parlez du personnage de Mame qui est central dans la vie d'Arthur Conan Doyle. C'est ce que vous racontez dans votre livre, L'histoire extraordinaire du créateur de Sherlock Holmes. Mary Doyle, alias la Mame, la mère d'Arthur. Vous-même, vous en avez fait un personnage central de la biographie que vous consacrez à Arthur Conan Doyle. Oui, cette femme, Mary Doyle, bon, qui était d'origine irlandaise, qui a dû se battre tout le temps parce que son mari, le pauvre Charles Doyle, était dépressif, alcoolique, enfin bon, bref, c'était vraiment il a sombré petit à petit. Ça a été un naufrage absolument total, alors qu'ils avaient 7 enfants, donc il fallait s'occuper de cette famille. Ils ont vécu assez misérablement pendant toute la jeunesse d'Arthur, c'était vraiment très difficile. Mais elle s'est battue, elle a fait en sorte que son fils son fils aîné puisse fréquenter un collège honorable, le collège de Sunnyhurst, chez les jésuites, et après a pu même l'envoyer pendant 1 an en Autriche pour continuer ses humanités. Enfin bref, cette femme a été absolument fabuleuse. Alors, mais surtout, c'était pas une ménagère banale, hein, c'était une femme qui lisait énormément. Elle était abonnée à la Revue des Deux Mondes, ce que je trouve absolument magnifique pour une femme qui vit à Édimbourg à cette époque. Elle lisait énormément. Bon, mais ça, c'est aussi le cas de pas mal de mères d'écrivains. Moi qui m'intéresse beaucoup à Rudyard Kipling, je sais que sa mère est un personnage du même genre. La mère de James Matthew Barrie, l'auteur de Peter Pan, était aussi une femme qui avait dit à son fils, il faut que tu sois meilleur que Stevenson. Enfin bon,
ces femmes sont extraordinaires. Bon, et la Mame, donc, prend une importance tout de suite. C'est elle qui va faire de son fils un chevalier des temps modernes en lui conseillant de se porter toujours au secours des gens victimes d'injustice. Enfin bon, et elle a eu une influence considérable. Oui, c'est un personnage prépondérant, mais Dans il le- n'est pas si original que ça, mais quand même qui est très importante pour le destin d'Arthur. J'ai cité dans mon récit un extrait d'une lettre d'Oscar Wilde à Arthur Conan Doyle. Comment avez-vous découvert cette lettre et qu'est-ce qu'elle révèle de la relation étonnante entre ces deux écrivains qui, au fond, n'ont pas grand-chose en commun? Un grand gaillard bourru qui rencontre un dandy efféminé, je vous cite. Oui, effectivement, la rencontre totalement étonnante entre, Oui. puisqu'ils sont conviés à dîner un soir par un éditeur américain. Conan Doyle avait forcément entendu parler d'Oscar Wilde. Je pense qu'Oscar Wilde ne savait pas trop qui était Conan Doyle. Il jouait pas du tout dans le même truc. Mais Oscar Wilde, qui est un garçon très intelligent et qui avait vu et qui voyant et lisant à cette occasion des choses qu'avait écrit Conan Doyle, s'est rendu compte que oui, ce grand gaillard moustachu, un peu mal à l'aise face à lui, forcément, dans un dîner, dans un endroit un peu mondain, n'était pas n'importe qui et peut-être avait de l'avenir. Lui-même étant, comme écrivain, ayant un talent immense, mais pas du tout porté à ce genre de littérature. Et il lui a écrit une lettre dont j'ai retrouvé voilà, une moitié qui, curieusement, ne figure pas dans la correspondance d'Oscar Wilde, mais encore moins dans celle de Conan Doyle, où il avoue qu'il aurait été incapable, et il lui reconnaît des qualités absolument exceptionnelles. Et là, justement, c'est intéressant, parce que ça montre qu'Oscar Wilde n'était pas uniquement ce type qui, comme Sachet Critique, qui vous dirait parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Il s'intéressait aussi aux autres, et en l'occurrence à Conan Doyle. L'estime d'Oscar Wilde, c'est une reconnaissance que l'écrivain Conan Doyle a dû apprécier. Mais Doyle ne se contente pas de sa casquette d'écrivain, puisqu'à l'occasion, il se mue en policier, voire en juge. C'est ce que vous racontez dans le chapitre Le justicier en action. Ce jour où Doyle décide de réparer lui-même une erreur judiciaire, c'est l'affaire George Edelji. Doyle se prend pour Sherlock, en fait. Oui, là, il met vraiment son nez dans une affaire grave, qui est une triste histoire, puisqu'un pauvre jeune anglo-indien est accusé de mutiler des chevaux, etc., et a été emprisonné. Conan Doyle se porte à son secours, littéralement. Il écrit au policier qui s'occupe de cette affaire, et il va s'acharner, Arthur va s'acharner et obtenir la libération de ce garçon. Vu que petit à petit il a pris une importance. Le Conan Doyle au début c'est un jeune écrivain, après quelqu'un qui a du succès, et puis ça devient un personnage, un notable du monde littéraire et même de l'Angleterre totale. Vous écoutez Europe 1, Stéphane Bernet, son invité François Rivière reviennent dans un court instant pour continuer de nous parler d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. De 15h à 16h, c'est historiquement vôtre sur Europe 1. Europe 1, historiquement vôtre. Très bon après-midi sur Europe 1. Bientôt le week-end et justement, on va parler des programmes de votre week-end. Demain matin, c'est le retour des grandes voix d'Europe 1 qui, de 10h à 11h, débattent de l'actualité de la semaine aux côtés de Pierre de Villeneuve, Catherine Ney, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve. Les grandes voix d'Europe 1, c'est chaque samedi de 10h à 11h sur Europe 1 et c'est présenté par Pierre de Villeneuve. Europe 1, Historiquement vôtre. Bon après-midi sur Europe 1 de 15h à 16h. Vous écoutez Historiquement Vôtre avec Stéphane Bern qui nous raconte aujourd'hui la véritable histoire d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Stéphane Bern que nous retrouvons avec son invité qui lui redonne vie dans une biographie, François Rivière. François Rivière, vous revenez dans votre livre sur un aspect important de la vie de Doyle, c'est son intérêt pour le spiritisme. Il a 28 ans quand il participe à sa première séance de table tournante et à la fin de sa vie, il était devenu, écrivez-vous, un missionnaire du spiritualisme. Quelle était sa croyance ? Alors, ce qui est absolument étonnant dans le destin de Conan Doyle, c'est qu'il est passé de la foi chrétienne que lui a inculquée sa Mame à la science, puisqu'il devient un médecin, et donc la science, pour lui, c'est tout. Et puis après, il renie ses deux premières vocations, si on peut dire, et on découvre une troisième, qui est celle de missionnaire du spiritisme. Mais effectivement, ses premières expériences de spirit remontent au moment où, quand il est encore un médecin sans clientèle, où il fait tourner des tables avec des amis là où il habite, une chose qui se fait beaucoup aussi à ce moment-là, et il commence à s'intéresser à ce qui peut se passer après la mort, dans l'au-delà,
Donc les médiums, il le sait très bien que les médiums souvent sont de purs escrocs qui profitent de la bêtise des gens. Un peu plus tard, survient la guerre, la Première Guerre mondiale, et là, alors là, ça va être terrifiant parce que vu le nombre de pauvres jeunes Anglais qui sont tués dans les tranchées, enfin dans les combats pendant la guerre, les familles éplorées font tourner les tables aussi avec un médium pour parler avec le jeune disparu. Et là aussi, lui-même, qui va perdre d'ailleurs son fils, hein, amplifie, enfin, s'amplifier cette croyance à quelque chose après la mort. Un peu C'est-à-dire, loin. Ça correspond, vous parliez de la Première Guerre mondiale. Il y a un autre aspect de la vie d'Arthur Conan Doyle, et vous le rappelez dans votre livre, c'est un goût pour la chose militaire. À 40 ans, il s'enrôle dans l'armée britannique en Afrique du Sud, lors de la guerre des Boers, et guerre qui a opposé évidemment les Britanniques à d'autres colons, notamment d'origine néerlandaise. Il racontera cette guerre dans un livre qui lui vaudra d'être anobli. Arthur Conan Doyle est donc un écrivain patriote et militariste. Oui, c'était un grand patriote. Oui, mais c'était un peu aussi un militaire d'opérette, hein, parce que la guerre des Boers, bon, pour lui, ça a duré 3 mois où il a dirigé un hôpital en Afrique du Sud. Il s'est fait faire après un espèce d'uniforme qui ne ressemblait à rien, avec les quelques décorations qu'il avait obtenues après cette guerre. Et le fait qu'il ait été anobli, c'est aussi parce que c'était quelqu'un qui commençait à être un personnage très, très célèbre. Mais il y a un côté un petit peu roublard chez lui, dans certains cas, qui fait son charme, quoi. Et il a fait une incursion en politique. Il était conservateur, ça on le sait. Oui, il était très conservateur. Il a essayé, comme là aussi beaucoup d'écrivains qui, usant de leur notoriété, se présentaient aux élections générales, au Parlement. Il n'a pas réussi son coup, mais je crois qu'il s'en est pas fait. Enfin, ça n'a pas été très grave. Sa notoriété était suffisante, et surtout sa voix portait assez pour qu'il puisse peut-être pas faire voter des lois, mais au moins devenir un personnage qui comptait, quoi. Alors pour terminer, François Rivière, je suis obligé de faire un point Watson. On connaît tous l'expression élémentaire, mon cher Watson, cultissime. Or, je le disais tout à l'heure dans mon récit, Arthur Conan Doyle n'a jamais prononcé ni écrit ces mots. Comment expliquer alors la popularité de cette réplique qui se transmet depuis lors? Je pense que cette phrase qui n'a jamais été tracée sous la plume d'Arthur Conan Doyle, un petit peu la chose qui vient naturellement finalement. L'attitude de Sherlock Holmes face à son biographe Watson, qui quand même qui est toujours énamouré littéralement face à l'extraordinaire facilité de déduction du détective, ça induit pratiquement le mot élémentaire, quoi. Et même s'il l'a jamais dit, on lui a fait dire parce que finalement ça lui allait bien, quoi. Merci beaucoup François Rivière de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire d'Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes. Pour en découvrir plus encore, je rappelle le titre de votre livre, Arthur Conan Doyle, l'histoire extraordinaire du créateur de Sherlock Holmes, qui vient de paraître chez Talendier. Merci beaucoup. Merci à vous. Et avec Stéphane Bern, l'histoire continue lundi sur Europe 1. D'ici là, bon week-end sur Europe 1. Demain et dimanche à la même heure, c'est Virginie Giraud qui nous entraîne au cœur de l'histoire. À lundi.